Le territoire indien est plein d'Anglais qui haïssent secrètement le système auquel ils participent. Une vie, une œuvre. George Orwell, 1903-1950. Orwell a quelque chose de profondément britannique, même de profondément anglais dans sa façon d'être. Il est toujours, toute sa vie, il a été une espèce de... Il a un côté un peu gentleman déchu. Il a quelque chose d'assez attachant. Dans ce sens-là, il était très attaché à sa nourriture anglaise, à sa bière anglaise, à son thé anglais. Enfin, il était très, très anglais, quoi. Barry Walker. Par exemple, il paraît que vers la fin de sa vie, il affectait de prononcer certains mots de manière soi-disant un peu prolétaire, ce qui fait un peu ridicule. En même temps, on sait qu'il n'a jamais perdu quelque chose de l'air de l'homme qui a fait quand même un grand collège privé en Angleterre. On dit toujours que ça confère à un Anglais de ce milieu une certaine assurance jusqu'à la fin de ses jours, même s'il devient clochard. Et Orwell, c'était cet étrange mélange, donc d'un homme qui avait toujours une espèce de mégot dégoûtant à la bouche, enfin, etc. Et en même temps, quelque chose du gentleman. Et c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté pendant toute sa vie d'évoluer, je pense, politiquement. Il était en politique, comme dans sa vie, légèrement excentrique, à mon avis. Il se définissait lui-même comme étant un Tory anarchiste. Il ne se réclamait pas vraiment d'un courant politique et intellectuel bien précis. On peut pas, il n'a jamais été marxiste, ça c'est sûr. C'est une sorte de socialiste, mais bien marginal. On ne peut prendre un intérêt purement esthétique à une maladie dont on est en train de mourir. Dans un monde où fascisme et socialisme se livrent un combat sans merci, tout individu conscient doit choisir son camp et ses convictions doivent inévitablement se refléter non seulement dans ses écrits, mais aussi dans ses jugements littéraires. La littérature est devenue politique parce que tout autre choix aurait été entaché de malhonnêteté intellectuelle. Ce qui m'intéresse, c'est, je crois, la présence de l'homme dans l'écriture. Je crois que c'est un cas unique, ou presque unique, dans l'histoire de la littérature britannique, en effet. Frédéric Regard. Voilà une écriture dans laquelle l'homme transparaît en permanence. Et c'est, je crois, ce qui fait le prix de George Orwell aujourd'hui. Il est coupable, il est malheureux, il est désespéré. Il y a un homme en souffrance, il y a un homme en souffrance, il y a un prophète, il y a une voix messianique chez Orwell. Quelqu'un qui se rend compte que le passé est riche de potentialités non réalisées et qu'il lui appartient, à lui, écrivain, de mettre en relief ce passé et de donner à son lecteur les moyens de réaliser pour l'avenir, pour le futur, ces potentialités non réalisées. Alors qu'est-ce qu'il souligne ? Eh bien, il souligne ce que les Anglais vont appeler le sens commun. C'est quelqu'un qui se méfie énormément des systèmes constitués, de l'idéologie, de l'orthodoxie en règle générale, et qui essaye de réintroduire dans l'écriture du senti, du vécu, de l'intuition. Bref, encore une fois, on a là une véritable écriture d'homme. D'abord, il a changé de nom, puisqu'il ne s'appelait pas Orwell, il s'appelait Blair, qui était un nom qui lui plaisait qu'à moitié, parce que c'est un nom d'origine écossaise. Et Eric, son prénom, qui était un prénom qui lui plaisait également qu'à moitié, parce que c'était un prénom d'origine allemande qu'il trouvait un peu dur à l'oreille. Et donc, il a pris le pseudonyme, qui est devenu son vrai nom, en fait, de George Orwell, alors, qui est un nom intéressant, parce que George est à la fois le prénom de certains rois anglais, voire de rois fous, mais enfin de rois anglais, donc c'est un prénom à la fois royal, et en même temps, à l'époque d'Orwell, c'était un prénom assez courant dans la classe ouvrière. Et Orwell, qui n'était ni royal ni ouvrier, avait une fascination pour, en tout cas pour les ouvriers, même si lui venait de la moyenne bourgeoisie. Gilbert Boniface. Sa famille, depuis déjà, au moins son grand-père, avait des contacts et
avec les Indes. Du côté de sa mère, qui était d'ascendance française, il y avait c'était en fait, les gens étaient une famille qui exploitait des commerçants de teck en Birmanie. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est parti en Birmanie. Il a été ensuite, la famille est rentrée en 1907 en Angleterre. Le père étant reparti ensuite, puisqu'il était fonctionnaire des douanes jusqu'en 1912, mais la famille est rentrée en 1907 et on a placé l'enfant, comme c'était la tradition, dans une école préparatoire, primaire, mais réservée disons, à l'élite de la société, qui devait le mettre à Eton ensuite, le conduire à Eton ensuite. Son problème, c'est en fait un problème, disons, d'argent, en ce sens que cette famille qui fait partie de l'élite dirigeante du pays se situe, comme il dit lui-même, au bas de la haute bourgeoisie. C'est la basse haute bourgeoisie, comme il le disait, et il donne souvent l'impression d'être très pauvre dans ses écrits. En réalité, il n'était pas très pauvre. Il donne 400 livres, je crois, de revenus par an pour sa famille, ce qui le situe dans les 5 premiers % de la société britannique au niveau des revenus. Donc il retourne en Birmanie et il sert dans la police impériale et coloniale. Il sert dans la police impériale et coloniale, et après Eton, où il a fait des études très modestes, mais il ne s'est pas beaucoup forcé pour réussir à Eton. Il sait qu'il ne pourra pas obtenir la bourse pour Cambridge. Ses parents peuvent payer, du moins c'est ce qu'il pense, et donc il décide, avec d'ailleurs tout à fait approuvé par ses parents, de passer le concours d'entrée dans la police coloniale, qu'il réussit d'ailleurs, et il choisit la Birmanie parce que précisément il y a des parents de sa mère. Et là, il va faire un certain nombre de postes, soit en Basse-Birmanie, soit en Haute-Birmanie, et c'est la Haute-Birmanie qui va nous donner son roman Burmese Days, tragédie birmane en français, sur ces paysages de Haute-Birmanie beaucoup plus luxuriants que ceux de la Basse-Birmanie marécageuse qu'il utilisera. À cette époque, j'avais déjà compris une fois pour toutes que l'impérialisme était un mal en soi et que, plus tôt j'aurais abandonné ce sale travail, mieux cela vaudrait. Sur le plan des principes, et bien sûr, sans faire état de mes opinions, j'étais de tout cœur avec les Birmanes contre leurs oppresseurs anglais. Quant au travail que je faisais, je le détestais avec une violence dont les mots peuvent difficilement rendre compte. Car c'est le genre de tâche qui vous donne l'occasion de voir de très près la sale besogne qui est celle de l'Empire. Les misérables détenus accroupis dans les cages nauséabondes des prisons, les visages gris et défaits des hommes condamnés à de longues peines, les cicatrices sur les fesses de ceux qui avaient été battus à coups de tiges de bambou, tout cela me communiquait un insupportable sentiment de honte. Quand il a été dans la police birmane, il a vécu 7 ans comme ça, très malheureux parce qu'il était en désaccord profond avec tout le colonialisme et l'impérialisme contre lesquels il se dressait. Silver Monod. Ensuite, il y a une période de misère qui émerge dans le livre qui s'appelle en anglais Down and Out in Paris and London. C'est dans les bas-fonds et en marge à Paris et à Londres. Il a fait toutes sortes de petits métiers, il a vécu avec les miséreux, il a travaillé à la plonge dans des restaurants, et ça a été son premier livre témoignage. Enfin, c'est un témoin, et un témoin très engagé partout où il a été. Ensuite, une étape suivante, c'est un livre qui lui avait été demandé sur la condition des mineurs en Angleterre. En anglais, ça s'appelle The Road to Wigan Pier. Et c'est un livre qui est assez émouvant, assez engagé, assez ardent comme d'habitude. Mais enfin, il décrit, je crois qu'il était très grand physiquement, les travailleurs dans les galeries de mines doivent travailler courbés en deux. En tout cas, lui devait se courber en deux pour vivre quelques heures dans les puits de mines, dans les galeries des mines. Et troisième étape, eh bien, c'est la guerre d'Espagne. Ce livre qui s'est appelé en français Vive la Catalogne, en anglais Homage to Catalonia, hommage à la Catalogne, je crois que la traduction est très judicieuse. Et là, on voit les expériences vécues par Orwell quand il s'est engagé dans les brigades internationales. Il s'est trouvé du côté des anarchistes, du POUM, P-O-U-M, et il s'est trouvé grièvement blessé.
une balle lui a traversé le cou, et aussi il s'est trouvé victime des tentatives des communistes organisés pour éliminer les anarchistes. C'est tout à fait ce qu'on retrouve dans le film de Ken Loach, Land and Freedom, autour duquel je suis un peu étonné qu'on n'ait pas beaucoup parlé de sa dette envers Orwell. Lui, il la reconnaît, mais enfin, on n'en a pas beaucoup parlé. Voilà les 3 grandes étapes de la carrière d'Orwell jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il a été dans la territoriale, enfin dans une milice, et puis aussi il a travaillé à la BBC. Et puis après ça, il a écrit Animal Farm, qu'il a publié en 1945, et entre 1945 et sa mort en 1950, il y a eu son veuvage, sa première femme, qui est morte en 1945, son exil, en quelque sorte, exil intérieur, puisqu'il est allé vivre sur une île au large des côtes de l'Écosse, l'île de Jura, et puis de longs séjours dans des hôpitaux, car il était gravement atteint de tuberculose, dont il est mort en 1950. Today, there is a lull for a brief time, and I want to say a few words to you men and women of Britain and the Empire, and perhaps to others as well. And first of all, I must say something to those who have written to my wife or myself. Où est-il coupable? Où est-il coupable? Oui, pour l'Empire. Pour l'Empire, il faut dire que non seulement son père déjà travaillait pour ce qu'on appelait le The Opium Office en Inde à la fin du 19e siècle, mais même si on remonte parmi les ancêtres d'Orwell, par exemple, il y avait un certain Earl of Westmoreland qui possédait des plantations, donc des esclaves aux Indes. Donc tout ça, c'était dans la famille d'Orwell. Peut-être qu'il se sentait un petit peu coupable de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pensez de la fable de l'éléphant, de la fable, si c'en est une? Oui, je pense que ça c'est fabuleux, cette histoire. C'est surtout ce qui est remarquable, comme vous le savez bien, c'est qu'il se sentait obligé de tirer sur un éléphant qui s'était échappé à un éléphant devenu enragé, mais apparemment pas dangereux, apparemment. Et en plus, cet éléphant avait encore une valeur marchande considérable. Donc, tuer l'éléphant du point de vue rationnel, ça ne s'imposait pas. Mais Orwell s'est trouvé devant une foule d'indigènes en tant qu'homme blanc, policier de surcroît, avec son fusil, et il était obligé par la situation, pour sauver la face de l'homme blanc, de l'anglais en Birmanie, il était obligé de tirer sur l'éléphant et de le tuer. Ce n'est pas la fin de la fable. C'est pas la fin de la fable, non. Et quelle est la fin de la fable? Quelle est la grande question que se pose Orwell à l'issue justement de ce meurtre? La moralité qu'il en tire, c'est que le bâtisseur d'empire devient, d'une certaine manière, lui-même l'esclave de cet empire. Et meurtrier. Et meurtrier. Une quarantaine de mètres nous séparaient encore de l'échafaud. Je contemplais le dos nu et sombre du prisonnier qui marchait devant moi. Malgré les liens qui le gênaient, il marchait d'un pas soutenu, avec cette allure dansante que donne aux Indiens leur manière de fléchir les genoux. À un moment, malgré les 2 hommes qui le tenaient par les épaules, il fit un léger pas de côté pour éviter une flaque d'eau.
Jusqu'à là, je n'avais bizarrement jamais réalisé tout ce que signifie l'exécution d'un homme conscient et en parfaite santé. Lorsque je vis le prisonnier faire cet écart pour éviter la flaque, je vis le mystère, l'injustice indicible qu'il y a à faucher une vie en pleine sève. Cet homme n'était pas à l'agonie, il était aussi vivant que nous. Tous les organes de son corps fonctionnaient, les intestins digéraient les aliments, la peau se renouvelait, les ongles poussaient, les tissus se formaient. Tout continuait à travailler avec une solennelle absurdité. Ses yeux voyaient le gravier jaune et les murs gris, et son cerveau se souvenait, prévoyait et raisonnait toujours. Il raisonnait même sur les flaques d'eau. Lui et nous formions un groupe d'hommes qui marchaient ensemble, voyaient, entendaient, sentaient, comprenaient le même monde. Et d'ici 2 minutes, d'un coup net, l'un de nous allait disparaître. Un esprit de moins, un univers de moins. Les 2 grands tournants dans sa vie, il y a le premier tournant où, alors qu'il n'y songeait pas lui-même, son éditeur, qui est un homme extrêmement intelligent, a repéré tout de suite qu'Orwell est un grand bonhomme. Alors, Gollancz lui dit, tiens, vous qui n'êtes jamais allé dans le nord de l'Angleterre, allez faire un tour, donc dans les années 30, au moment de la crise, allez faire un tour dans le Lancashire, et allez observer ce qui s'y passe, comment les gens vivent la crise économique, le chômage. Il y avait dans certaines petites villes et villages, 80% de la population était au chômage. C'était quelque chose d'absolument effrayant. Bon. Alors il monte dans le nord, ce qui est pour lui une véritable expédition, comme si d'autres allaient en Amazonie. Enfin, il n'a jamais mis les pieds là-bas. Et là, il découvre, et bon, là, il en tire beaucoup de choses, et il en tire surtout un métier d'écrivain. Bernard Janssen. On a, de cette escapade dans le nord, on a 2 textes. On a un premier texte qui est un journal, mais un journal un peu à la Gide, enfin un journal élaboré, qu'il n'envisageait pas de publier, mais élaboré pour lui, je dirais. Et puis ensuite, on a le produit fini. Et c'est rare d'avoir ce genre de choses dans la littérature. Ce produit fini, c'est, en anglais, un ouvrage assez étrange qui s'appelle The Road to Wigan Pier, hein, la route de Wigan. C'est un ouvrage assez étrange parce qu'il y a une première partie qui est du journalisme, et du très grand journalisme. Seulement, comme on a déjà le journal, on s'aperçoit que ce journalisme est complètement reconstruit, qu'il est par moments, ça devient franchement de la fiction, mais une fiction qui est toujours plausible, et on le voit donc vraiment devenir écrivain. Il y a aussi l'accès à une conscience politique. Il devient définitivement un homme de gauche, au contact de cette réalité ouvrière. Il descend au fond de la mine. Je connais personnellement très peu d'écrivains qui sont descendus au fond de la mine, surtout des écrivains qui étaient poitrinaires. Donc ça, c'est une première expérience. Et puis il y a une deuxième expérience qui est fondamentale, c'est la guerre d'Espagne. C'est la guerre d'Espagne parce que, bon, là, il apprend d'une part le combat, la guerre. Et la guerre, c'est sale. Et il nous explique que la guerre, c'est sale, c'est petit, c'est mesquin, etc. Mais c'est grand aussi, la guerre, parce que c'est la fraternité, c'est se battre pour un idéal. Et il est certain que les gens qui sont allés volontairement, tous les Européens et États-Uniens et autres, qui sont allés volontairement se battre dans les rangs auprès de la République, n'est-ce pas, y aller pour un idéal, évidemment, au nom d'un idéal. Et alors, il y a cette première chose, et puis il y a une deuxième expérience qui est tout à fait traumatisante, c'est le mensonge. Et le mensonge totalitaire, le mensonge organisé, le mensonge officiel, il l'apprend donc en Espagne parce que il est le premier à dire les communistes mentent, les communistes font la guerre aux autres forces de gauche, Staline trahit la cause républicaine, il est le premier à le dire, d'autres suivront, d'autres très connus comme Koestler, qui était son ami. Hommage à la Catalogne, bien sûr, et l'histoire et le témoignage d'une révolution prolétarienne qui, selon lui, aurait pu réussir peut-être, mais qui a été trahie par une fraction du mouvement ouvrier, en l'occurrence, selon lui, le Parti communiste, qui a préféré donc éliminer l'extrême gauche du mouvement révolutionnaire, disons les anarcho-syndicalistes et ce qu'il appelle les poumis, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un parti qui avait fait sécession des trotskistes un petit peu avant la guerre d'Espagne. Et donc c'est là qu'il commence à penser à cette idée de la révolution trahie, et qui donc se poursuit ensuite avec Animal Farm et 1984. Bon, il décrit entre autres l'appareil de propagande.
communiste en Espagne. Oui, en Espagne et même en Angleterre, puisqu'il y avait un prolongement dans la presse britannique dans les années 30 qui mettait, bien sûr, ne parlait jamais de ce que faisaient les communistes en Espagne, de ce qu'ils faisaient de répréhensible. C'est quand même un livre où il découvre le genre humain. Tout à fait, oui, puisqu'il y a cette image de ce combattant milicien italien qu'il rencontre et qu'il n'a jamais vu et par lequel il est porté par une espèce de sympathie et d'admiration immédiate. Et c'est là qu'il semble avoir découvert le genre humain, mais peut-être encore plus la pureté de la classe ouvrière. Très vite, au début de votre livre sur George Orwell, Bernard Janssen, vous posez deux récits. Le récit de l'éléphant et le récit du pantalon. Oui. Ce sont des récits qui ont l'air authentiques, mais qui sont peut-être plus fictifs qu'ils n'en ont l'air. Alors, il y a donc un narrateur qui est officier de police, ce qui était une lourde tâche dans une ville de 200 000 habitants, et qui doit faire face à un incident qui est peut-être pas si banal que ça là-bas. Bref, il y a un éléphant qui est en rut, en plein centre-ville, et qui casse tout sur son passage. Alors la foule déchaînée lui demande, et il a peur de cette foule, lui demande de tuer l'éléphant. Alors lui, il est anglais, et comme tous les Anglais, il aime les animaux. Et puis il a des siècles de culture derrière lui, il sait qu'on ne doit pas tuer des animaux, on ne doit pas tuer un animal innocent, même s'il est en rut. Et puis surtout, l'animal, c'est comme un tracteur aujourd'hui, c'est un instrument de travail, c'est un capital, donc c'est un petit peu embêtant. Alors il va s'inverser le fameux rapport maître-esclave, et pour finir, c'est la foule qui va avoir raison, et il va finir par accepter de tuer cet éléphant. Il le tue, la description est bouleversante, il le tue de plusieurs balles de carabine, de fusil, je ne me souviens plus, et l'éléphant qui s'écroule lentement, évidemment, symbolise en quelque sorte la puissance impériale de l'Angleterre qui s'écroule d'une certaine manière, et comme dans beaucoup de récits où des animaux sont en jeu, chez Orwell, sans parler d'Animal Farm, bien sûr, il n'y a que les animaux qui sont véritablement humains, n'est-ce pas? Alors que les humains ne sont pas très humains. Soit ils sont excités, comme c'est le cas des Birmans, soit ils sont militaires et mécaniques, c'est le cas de l'officier de police. Alors, le récit se termine par une pirouette, comme très souvent chez Orwell. Chez Orwell, dans ses essais, dans ses petits récits journalistiques, on doit tout lire, bien sûr, mais on doit surtout s'attacher aux incipits, au début, qui sont généralement des tours de force prodigieux, et aux fins, qui sont en général très très bien réussis, et des pirouettes toujours remarquables. Et là, il y a une pirouette où le narrateur nous dit: bon, en fait, si j'ai tiré, c'était pour ne pas avoir l'air idiot. Et point final. Alors, l'autre récit auquel vous faisiez allusion, qui est le récit du pantalon, alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est un épisode qui est certainement véridique. Orwell, donc, s'est engagé pendant la guerre d'Espagne du côté de la République, de la gauche. Il s'est engagé dans les milices du POUM, du Parti ouvrier d'extrême gauche, et il a fait la guerre. Il l'a faite, si je puis dire, au ras des pâquerettes, sans grade d'officier, sans avion, etc. Il l'a faite comme un combattant anonyme et très courageux. Il a d'ailleurs été gravement blessé. Il a risqué à plusieurs reprises sa vie. On lui a tiré dessus de tous les côtés, les franquistes, les communistes, etc. Bref, un jour, il aperçoit à 300 mètres un franquiste, et il s'apprête donc à le tuer, et le franquiste perd son pantalon. Alors là, c'est plus un franquiste qui perd son pantalon, c'est un homme qui perd son pantalon, et c'est un homme qui se trouve un petit peu ridicule parce qu'il perd son pantalon dans la Sierra, je ne sais plus de quel nom, et là il dit on ne tue pas, on ne tire pas sur un homme qui perd son pantalon. Autre pirouette, me direz-vous peut-être, en tout cas pirouette morale. Encore une fois, c'est une œuvre de la fascination. Moi, je crois profondément que Orwell, le premier Orwell, celui qui croit à la vertu, celui qui croit à ce qu'il nomme the crystal spirit, l'esprit de cristal qu'il découvre en Catalogne en 1936, 1937, je crois que cet Orwell, ce premier Orwell, découvre peu à peu, pour des raisons multiples, la Seconde Guerre mondiale, l'expérience traumatisante des événements qui entourent le central téléphonique de Barcelone, la mort de sa femme, sa propre maladie. Bref, pour une somme considérable de raisons, je crois qu'Orwell découvre la non-validité de cet esprit de cristal auquel il croit si fortement au début de sa carrière, et que peu à peu, il en vient à considérer l'homme comme un personnage abject, une espèce de monstre auquel il veut croire malgré tout.
Qu'est-ce qu'il apporte comme réponse aux questions qu'on peut se poser aujourd'hui? Je crois que là encore, il est plein de contradictions et je ne suis pas sûr qu'il ait véritablement de solution à proposer. La meilleure solution, me semble-t-il, c'est cette confiance qu'il a dans l'homme et c'est, je crois, la leçon qu'il continue de nous asséner au travers notamment de son écriture. C'est cette profonde croyance dans l'homme, dans la dignité humaine et dans la dignité de l'homme producteur de signes, car je crois que c'est là qu'il voyait la véritable dignité de l'homme. C'est là aussi qu'il se méfiait énormément des masses populaires dont il craignait, et ne l'oublions pas, qu'elles se laissent entraîner dans l'aventure du fascisme et du totalitarisme. Lorsqu'il assiste aux grandes messes, aux grands messes du leader fasciste anglais de l'époque, Mosley, il est atterré par la facilité qu'ont les masses à se laisser berner par un orateur de génie, un orateur habile. Et il importe pour lui que les masses puissent prendre la parole, c'est-à-dire faire du langage, faire de l'utilisation des signes, une utilisation très personnelle qui serait un gage de liberté. The bonny pedladdy, the canny pedladdy, the bonny pedladdy for me, oh. He sits on his cracket as black as his jacket and brings white siller to me, oh. He walks hard. Cette semaine, Georges a par 2 fois échappé de justesse à un éboulement de roche. Un bloc l'a même frôlé dans sa chute. Ces hommes ne resteraient pas longtemps en vie s'ils n'avaient l'habitude de la mine et s'ils ne savaient quand le moment est venu de se mettre à l'abri. Je suis frappé par la différence qui existe entre les mineurs que l'on voit au fond et ceux que l'on croise dans la rue. À la surface, un peu gauches dans leurs vêtements mal coupés, ce sont des hommes ordinaires, en général plutôt petits, en rien remarquable. De fait, on ne saurait les distinguer du commun des mortels, n'était leur démarche, pas lourd, large carrure et les marbrures bleues qui marquent leur nez. Mais en bas, quand on les voit déshabillés, on constate qu'ils ont tous, jeunes comme vieux, un corps admirable, avec des muscles parfaitement dessinés et une taille incroyablement fine. J'ai vu des mineurs qui entraient dans leur bain. Comme je le pensais, ils sont alors noirs de la tête aux pieds. Comment vivait-il à Londres ou en Grande-Bretagne? De manière assez même très modeste. On a souvent dit d'Orwell qu'il avait un côté un peu masochiste. Il ne s'est jamais arrangé pour vivre confortablement sur le plan matériel. On peut se demander s'il n'avait pas un côté un peu puritain, dans le fond. Lui qui souffrait depuis sa jeunesse de tuberculose, a toujours habité des endroits extrêmement mal chauffés. On ne voit pas une seule photo d'Orwell où il porte un par-dessus, un impair. Il est toujours habillé de manière très très légère. Il tousse tout le temps. C'est un homme seul, qui vit seul, qui n'a pas d'amis. Bon, il a été marié 2 fois. Il aimait les femmes, ça on le sait. Il avait des amis, mais on a toujours dit d'Orwell qu'il vivait chaque amitié séparément. C'est-à-dire que Orwell ne se voyait pas avec plusieurs amis à la fois, pour ainsi dire. Il vivait ses amitiés en vase clos. Le cloisonnement. Le cloisonnement. Le oui. dialogue. Oui. Alors, c'était un homme qui vivait simplement. Il a toujours vécu en location. Il n'a jamais été propriétaire. Alors, il a eu beaucoup d'adresses parce qu'il changeait souvent. Puis pendant la guerre, il y a eu aussi des bombardements, tout ça. Bon. Mais même, il changeait souvent d'adresse parce qu'il essayait d'améliorer son cadre de vie. Mais il n'avait pas du tout le sens de la propriété. Il vivait simplement. Il aimait la vie. Il aimait aller au restaurant. Ses piges. Il a surtout été pigiste. Il a aussi été salarié, mais il a surtout été pigiste. Ces piges passaient dans l'achat de livres, mais aussi beaucoup dans des gueuletons qu'il offrait.
qu'il offrait dans des bons pubs qu'il aimait, à Londres ou ailleurs, mais enfin surtout à Londres, à des amis moins fortunés que lui, des poètes sans le sou, des écrivains sans le sou, des journalistes débutants, etc. Et il aimait la bonne chair, il aimait... et en Angleterre, on peut, même à l'époque d'Orwell, on peut trouver des endroits où on mange bien et simplement. Il aimait bien la bière, il aimait le vin français, il aimait la vie. Il aimait la vie. Orwell est quelqu'un qui aimait par-dessus tout se promener au bord d'une rivière, regarder les poissons dont il connaissait les noms. Il connaissait le nom de tous les poissons de toutes les rivières d'Angleterre. Il connaissait le nom des fleurs. C'est un personnage très bucolique et qui, presque toute sa vie, a vécu en ville, cela dit. I am an old miner, aged 56. If I could get lots, oh, I'd ruffle me pigs. I'd ruffle them, or I'd sell them, or I'd give them away. For I've lost me employment, for me hair it's torn grey. Now all ye young fellas, aye, he has what to do. Hand in your notice and let them all see. Hand in your notice, leave pit walk the day. And you'll live to enjoy it, though your hair might turn grey. For there's walking on factories. Au fond, il y a beaucoup de désespérance dans la mesure où les romans racontent un peu la fin de l'homme, ou l'expérience du dernier homme. Oui, c'était de l'homme qui s'en va. Un titre qui avait envisagé au départ, pour 1984, le dernier homme en Europe. C'est certain, il y a beaucoup de désespérance, mais il faut se méfier avec Orwell parce que je pense qu'il y a une double vie littéraire ou double vie idéologique, en ce sens que ses romans sont toujours beaucoup plus noirs et beaucoup plus irrationnels que ses essais. Il y a toujours, dans les essais, il arrive quand même toujours à faire la part des choses. J'ai l'impression qu'on a une mauvaise idée d'Orwell si l'on ne le juge que parce qu'il écrit dans ses romans, dans sa fiction. Les essais sont plus posés quand même. Qu'est-ce qu'une double vie idéologique, selon Orwell? Non, je ne sais pas si lui avait conscience de mener une double vie, mais je pense que le critique qui se penche sur ses essais est frappé par la différence de ton qui existe entre des œuvres comme, surtout 1984 bien sûr, mais même ce roman qu'il écrit en 1939, qu'on a traduit je crois en français par À la recherche un peu d'air pur, ou Les mémoires d'un anglais moyen, il y a eu 2 titres, qui sont, par certains passages, littéralement hystériques. Et on ne retrouve pas ce ton dans ses essais. Il y a des inquiétudes, c'est certain, mais elles sont en général raisonnées, théorisées de manière tout à fait convaincante. Pour vous, c'est une œuvre expiatoire? En partie, oui. En grande partie, j'ai l'impression. C'est toujours ce qui m'a fasciné chez Orwell, c'est pourquoi est-ce qu'il écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait cela aussi? Pourquoi est-ce qu'il va se vautrer dans la boue avec ses clochards et ses vagabonds d'abord? Pourquoi est-ce qu'il... dans sa vie, on a une longue liste de maisons glaciales. Il passe d'une maison glaciale à une autre maison glaciale, bien qu'il ait eu des problèmes bronchopulmonaires et, depuis pratiquement sa toute première jeunesse. Et il cherche à se faire mal. Pourquoi cherche-t-il à se faire mal? Dans cette fosse, tous les mineurs ont, semble-t-il, un bâton, et ils m'en ont donné un qui m'a été d'un grand secours. La meilleure façon de progresser est, m'a-t-on dit, de poser un pied sur le rail et l'autre sur les traverses, à condition de pouvoir les trouver. Les mineurs qui se déplacent dans les galeries courent, pliés en 2 évidemment, dans des passages où j'avance en titubant. Il paraît qu'une fois qu'on a attrapé le coup, il est plus facile de courir que de marcher. Sur le trajet de retour, à bout de force, j'ai bien dû me cogner la tête 20 fois. Et même une fois assez violemment pour provoquer la chute d'un gros bloc de pierre. Mais grâce au casque de sécurité, je n'ai absolument rien senti. Pendant que je tape à la machine, toute la famille, en particulier Madame Georges et les enfants, se rassemble autour de moi. Tout le monde prend un air pénétré et semble aussi admiratif devant ma prouesse que moi devant celle des mineurs. N'oublions pas qu'Orwell est un produit des public schools anglais. C'est quelqu'un qui est passé par Eton, c'est quelqu'un qui aurait pu continuer dans le fameux système Oxbridge, Oxford et Cambridge.
Mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la névrose, vraisemblablement. C'est quelqu'un qui est fasciné par les corps, mais qui en même temps a une énorme répulsion vis-à-vis de tout cela. Ça se sent assez. C'est quelqu'un qui n'aime pas les odeurs, c'est quelqu'un qui n'aime pas la crasse, qui craint énormément tout ce genre de choses, mais qui en même temps est fasciné, donc qui va au-devant de ce qu'il craint le plus. Et je crois, là encore, que toute son écriture est une écriture qui tourne autour de la fascination. Fascination pour l'autre, pour le double, pour le frère ennemi, tel qu'on le découvre encore une fois dans 1984, dans la relation très ambiguë, très ambivalente, qui relie le héros, Winston Smith, à son tortionnaire, O'Brien. Alors, qui est ce frère ennemi? Il est fait de quoi? Ah, alors là aussi, c'est une vaste question. Ce frère ennemi, c'est la tentation totalitaire qui reste bien chez Orwell. C'est la tentation d'une écriture très moralisatrice, très rigide. C'est la tentation de la leçon, du savoir imposé aux autres, qui s'incarne vraisemblablement dans ce personnage de O'Brien. Vous savez, la fin de 1984 est très étrange parce que dans la troisième partie du livre, on a l'impression que O'Brien, qui est en train de parler du totalitarisme et de l'avenir de l'humanité, n'est autre qu'Orwell. Il suffirait à la rigueur de changer quelques pronoms et l'on aurait vraisemblablement un texte qui aurait pu être écrit par Orwell l'essayiste. Si bien d'ailleurs que certaines personnes confondent le discours d'O'Brien et celui d'Orwell et font dire à Orwell ce qu'O'Brien dit, à savoir imaginer l'humanité comme un visage écrasé par une botte de militaire. Orwell n'a jamais dit cela, c'est O'Brien, mais la confusion est très facile en effet parce que O'Brien est véritablement un double de George Orwell, sa tentation totalitaire en quelque sorte. Son dernier roman, comme vous venez de le dire, c'est 1984. Il ne faut pas oublier que ça se passe en Angleterre. Orwell s'est certainement inspiré de l'Union soviétique, du personnage de Staline, etc., pour écrire ce roman. Néanmoins, il pensait à l'Angleterre. Et il pensait certainement qu'il y avait la possibilité qu'une sorte de dictature, peut-être de dictature douce, s'installe en Angleterre. Ça en partie peut-être à cause de ses expériences de la guerre. Vous savez qu'il est passé à la BBC, qu'il a été censuré pour ses opinions sur l'Inde, sur l'indépendance de l'Inde, dont il était partisan, mais aussi parce que il y avait une ligne bien précise à la BBC pendant la guerre en ce qui concerne les commentaires sur l'Union soviétique. Pendant la guerre, l'Union soviétique, c'était l'allié de la Grande-Bretagne. Donc il fallait éviter soigneusement toute critique de l'Union soviétique. Il fallait mettre en évidence les réalisations soviétiques en matière de sciences, de l'art, enfin, etc. Il avait des consignes bien précises à respecter. Et cela a inspiré certains passages de 1984, l'expérience de la censure. Note interne à la BBC. De Eric Blair, section indienne. Objet, commentaire des nouvelles de la semaine. A. Directeur du service oriental. Confidentiel. 15 octobre 1942. Si je parle à la radio sous le nom de George Orwell, je vends en quelque sorte ma réputation littéraire qui, en ce qui concerne l'Inde, tient sans doute principalement à des livres de tendance anti-impérialiste, certains d'entre eux ayant même été interdits en Inde. Si je fais des émissions dans lesquelles je donne l'impression d'approuver sans réserve la politique du gouvernement britannique, je serai très vite dénoncé comme un renégat de plus, ce qui détournera de moi un auditoire potentiel qui se trouve avant tout dans la population étudiante. Je ne me soucie pas ici de ma réputation personnelle, mais il est évident que ces émissions manqueraient leur but si je ne pouvais conserver ma position de commentateur indépendant et plus ou moins hostile au gouvernement. C'est pourquoi j'aimerais avoir par avance l'assurance de disposer d'une certaine liberté de parole. Pour que ce commentaire hebdomadaire puisse avoir quelque valeur, il faut, à mon avis, qu'il me soit possible de le faire d'un point de vue antifasciste plutôt qu'impérialiste,
et d'éviter d'aborder des sujets sur lesquels je ne saurais en toute conscience être en accord avec la politique actuelle du gouvernement. Comment est-ce que vous avez été amené à rencontrer Orwell, Émile de Lavenney? J'ai été amené à le rencontrer de façon tout à fait occasionnelle, à des déjeuners où participaient des directeurs de cabinet de ministres socialistes, presque tous, des chefs de service de la BBC, des journalistes, et moi j'y allais régulièrement avec mon chef ou sans lui, comme responsable de l'écoute de l'étude de l'auditoire de la BBC en Europe. Orwell était à ce moment-là où venait de quitter le service indien de la BBC. Et il venait à ces déjeuners. C'était des déjeuners assez particuliers. On se rencontrait toutes les semaines, tous les mercredis, au Shanghai, un restaurant chinois de Dean Street, où la nourriture chinoise étant de la nourriture de guerre anglaise, au lieu de riz, on mangeait de l'orge bouillie, au lieu de viande, on mangeait des petits os de mouton frits dans je ne sais quelle pâte, et on parlait des affaires courantes, les affaires courantes qui n'étaient pas agréables en 1942-43. Elles sont devenues plus sympathiques plus tard. Et à ce déjeuner participait pratiquement toute la gauche anglaise de ce moment-là, qui était dans les services d'information et de propagande. Alors comment vous est apparu George Orwell? Oh, c'était un grand, presque un géant, dégingandé, aussi mal habillé que possible. Nous étions tous très mal habillés parce qu'il y avait le rationnement des vêtements en Angleterre. Nous portions tous nos complets quelques mois de plus que d'habitude. Mais Orwell se donnait du mal pour avoir l'air d'un vagabond. Il avait ses traditions ces années de vagabondage à Paris et à Londres. Des pantalons aussi informes que possible, des vestes aussi usées que possible, et la chevelure un peu, la tête un peu échevelée, et toujours un air bravache. Et qui était Orwell pour vous? Qui était Orwell? Un très bon romancier, mais surtout un homme d'une intégrité absolue dans ses jugements sur le monde et sur les gens. Il avait montré son intégrité dans son hommage à la Catalogne. Il l'avait montré aussi dans son premier roman, Burmese Days, où vraiment il démonte les ressorts de l'impérialisme. Il avait une conviction profonde anti-impérialiste qui tenait précisément au fait qu'il avait été dans la police à l'âge de 19 ans et qu'il avait compris très vite les ressorts des moyens de gouvernement de son... Je ne peux pas parler en tant que porte-parole du gouvernement britannique. Il a posé ses conditions, il les a obtenues. Il est parti en 1943, convaincu qu'il était impossible pour lui de continuer de travailler vers l'Inde, que ça ne servait à rien. Il disait, nous nous adressons à des étudiants et des universitaires qui ne croient absolument pas à l'impérialisme anglais, alors que Nehru et Gandhi sont en prison. Et c'est pour ça qu'il a quitté la BBC pour entrer à Tribune, le journal travailliste de gauche, qui était le journal de son ami Jan Kimche. Julia était venue près de lui. Ils regardaient ensemble, avec une sorte de fascination, la robuste silhouette d'en bas. Winston, frappé par l'attitude caractéristique de la femme, bras épais, levés pour atteindre la corde, puissante croupe saillante de jument, se rendit compte pour la première fois qu'elle était belle. Il ne lui était jamais venu à l'idée que le corps d'une femme de 50 ans, épanouie en des dimensions monstrueuses par les maternités, puis endurcie,
rendu rugueux par le travail jusqu'à être d'un grain plus grossier que celui d'un navet trop mûr, pouvait être beau. Mais il était beau. Et après tout, pourquoi ne le serait-il pas? Le corps solide et informe, comme un bloc de granit, et la peau rouge et rugueuse avaient le même rapport avec le corps d'une fille que le fruit de l'églantier avec une rose. Pourquoi le fruit serait-il tenu pour inférieur à la fleur? Elle est belle, murmura-t-il. Elle a bien un mètre de tour de taille, dit Julia. C'est son style de beauté, répondit-il. S'il y avait un espoir, il était chez les prolétaires. Sans avoir lu la fin du livre, Winston savait que ce devait être le message final de Goldstein. L'avenir appartenait aux prolétaires. N'oublions pas qu'Orwell écrit donc ce livre après la fin de la guerre, à une époque où les Anglais, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, vit dans les privations extrêmes. Le plan Marshall n'a pas encore commencé. Il y a eu les hivers du siècle. Il a fait très très froid. L'Angleterre n'est pas du tout autosuffisante comme la France l'est à l'époque à peu près, hein, en gros, en termes de produits agricoles. Les Anglais ont faim. Tout est rationné, les lames à rasoir. Et si Weston Smith, le héros, n'est-ce pas, n'a pas de lames à rasoir, ben c'est tout simplement parce que les Anglais ordinaires avaient un mal fou à se procurer des lames à rasoir en 1946, 47, 48. Donc il y a cette lecture. Il y a aussi une deuxième lecture qui est évidemment une lecture politique. Une lecture politique avec donc... Orwell a été évidemment très très marqué par la conférence de Téhéran, la conférence de Yalta, le partage du monde en trois zones. Bon, c'est un fin journaliste et un fin observateur politique. Bon, vous me direz à l'époque, tout le monde l'avait remarqué, encore que, je ne sais pas. Donc il met en scène un monde divisé en trois. Alors il y a toute une thématique du chiffre 3 sur laquelle il serait assez long de s'étendre, mais qui est très intéressante, thématique religieuse bien sûr, qui est aussi religieuse, donc du chiffre 3 dans 1984, donc c'est lecture politique. Le monde est divisé en zones, il y a du totalitarisme bien sûr dans une certaine zone, mais en fait ce totalitarisme risque de contaminer les autres zones, parce que ça c'est une vieille théorie d'Orwell, Orwell moraliste. Il faut faire très attention quand on fait la guerre à la barbarie, il faut faire très attention de ne pas devenir barbare soi-même. Et il faut faire la guerre avec les armes de la démocratie, ce qui est très difficile bien entendu, et ça c'est une leçon des dizaines d'années avant la Bosnie et autres catastrophes, n'est-ce pas? C'est une leçon qu'Orwell nous a enseignée. Bon, et puis il y a une autre lecture qui est que la barbarie, qu'elle soit totalitaire ou capitaliste, l'exploitation, fait mal au corps, s'en prend d'abord au corps, plus avant de s'en prendre aux esprits. Elle s'en prend aussi aux esprits, bien sûr. Et il y a dans toute l'œuvre d'Orwell une fascination pour les corps des hommes qui souffrent, beaucoup plus que les corps des femmes. Alors, les corps des femmes, c'est très simple. Il y a les femmes du peuple. Alors, en général, comme dans 1984, mais dans d'autres livres aussi, les femmes du peuple, elles sont bien solides, elles ont des hanches larges, elles sont bien grosses et grasses, elles ont des mamelles, bon. Et puis, les femmes de la bourgeoisie, alors elles sont, c'est-à-dire les femmes ou la moyenne bourgeoisie, que rencontrent ces personnages masculins, eh bien, elles ne sont pas décrites. Et il n'y a aucune, c'est très frappant, il n'y a aucune description sensuelle d'un corps de femme chez Orwell. Bon. Donc, pour revenir au corps et à quel point le corps souffre et martyrisé, le corps qui est martyrisé, c'est le corps donc du chômeur, du clodo, qui doit marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. Dans l'Angleterre des années 30, il y a des asiles pour les chômeurs. Bon. Et Orwell a fréquenté certains de ces asiles, de manière tout à fait volontaire, ethnologique, si je puis dire. Alors il y a un règlement. Lorsque vous quittez un asile le matin, vous n'avez pas le droit d'y coucher le soir. Vous devez aller dans un autre asile. Et l'autre asile, il est où? Il est à 15 kilomètres. Minimum. Ce qui veut dire que va faire le clochard? Ben, il va marcher. C'est le travail d'une journée. C'est le travail d'une journée. Il va marcher. Le soir, il aura les pieds en feu, il sera encore plus sale, mais surtout, il n'aura pas pu faire autre chose, et il n'aura pas pu penser ni à faire la révolution, ni même à réfléchir, tant soit peu, à son malheur.
Orwell appartenait un petit peu à la génération des hommes et des femmes qui ont créé l'État-providence en Grande-Bretagne. Ça date des années 40. Qu'est-ce que l'État-providence? L'État-providence, c'était la notion que l'État avait la responsabilité morale d'assurer, disons, le minimum à chaque citoyen en ce qui concerne les prestations en matière d'éducation, de santé, etc. Et on a jeté les bases de l'État-providence, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le fameux rapport Beveridge en 1942. Et c'est le gouvernement travailliste de 1945 à 1951 qui a bâti ce fameux État-providence avec le service national de santé, etc., qui était à l'époque un modèle dans le monde. Et à partir surtout de l'élection de Margaret Thatcher en 1979 en Grande-Bretagne, le Parti conservateur, qui est toujours au pouvoir, s'est acharné, je crois que c'est le mot, à démanteler cet État-providence. Et il y en a qui pensent que c'est bien dommage. Que faisait par exemple Madame Thatcher? Madame Thatcher disait, qui était Premier ministre en 1984, elle disait, ben vous voyez, Orwell avait tort, puisque l'image qu'il peint est complètement fausse. L'Angleterre, évidemment, de 1984 n'est pas l'Angleterre de 1984. Est-ce qu'il n'a pas essayé de simplifier à l'extrême sa vision de l'homme? Je crois qu'il reste prisonnier de ces contradictions du début jusqu'à la fin, et qu'il est obligé pour ce faire d'inventer des personnages hybrides, des créatures hybrides, dont Winston est un exemple, bien sûr, mais dont d'autres personnages sont des exemples. Je pense à Julia, la maîtresse de Winston dans 1984, qui est quelqu'un qui est très utile au narrateur, qui est très utile à Orwell, parce qu'elle incarne la puissance du corps, la puissance du désir, elle incarne la jouissance égoïste face à l'appareil totalitaire, mais en même temps, il ne peut pas lui accorder l'intelligence. Dans sa misogynie viscérale, il ne peut pas lui accorder l'intelligence. Julia est une grande prêtresse, c'est la grande initiatrice à l'érotisme et à l'amour, mais elle ne peut pas penser l'engagement politique. Même chose avec l'autre femme que l'on retrouve dans 1984 et dans d'autres écrits. La femme qui est arrêtée par les tortionnaires dans le 10e chapitre du livre 2 et qui lance un véritable message d'espoir dans 1984, est une grosse femme, bête, laide, sale, qui chante une chanson qui permet à Winston de voir l'avenir en rose en quelque sorte, mais qui malgré tout, reste quelqu'un qui ne pense pas à l'engagement politique, qui est une sorte de bloc monolithique de sentiments, de sensations, mais à laquelle il n'accorde jamais le moindre soupçon d'intelligence. Après la guerre, Orwell se trouve placé dans une situation d'urgence. Son docteur ne lui cache pas qu'il n'a plus que quelques années à vivre. Il faut qu'il produise des chefs-d'œuvre à jet continu et sous l'œil du chronomètre. Le premier Big Brother, c'est le chronomètre pour George Orwell. Il sait qu'il est tuberculeux, il va dans l'île du Jura produire deux chefs-d'œuvre, Animal Farm et 1984. Bernard Gilbert. Animal Farm, qu'il aura le plus grand mal à faire accepter par ses éditeurs habituels, qui cherche, entre guillemets, à ne pas désespérer Billancourt, et 1984, qui devait s'appeler 1948, ce qui avait effrayé son éditeur, car le monde apocalyptique qu'il envisageait devait être autant que possible éloigné dans le temps, pour ne pas montrer que la dystopie effrayante était en fait l'envers du monde bien pensant et bien vivant que l'Angleterre s'apprêtait à développer avec la Welfare State. Alors c'est un roman qui pose le problème du langage chez les hommes. Le langage est mensonge. Tout à fait. 1984 est un livre de linguistique ou d'anti-linguistique, c'est-à-dire que le problème du newspeak, cette nouvelle forme de pensée,
qui s'incarne dans un langage tronqué, émasculé, transformé en machine à décerveler, est au centre du livre, au centre de la problématique du livre. Il s'agit de montrer comment le totalitarisme commence dans le dictionnaire. Comment va le dictionnaire? Demanda Winston en élevant la voix pour dominer le bruit. Lentement, répondit Syme. J'en suis aux adjectifs, c'est fascinant. Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Au nom de Big Brother, une sorte d'ardeur froide flotta sur le visage de Winston. Syme, néanmoins, perçut immédiatement un certain manque d'enthousiasme. Vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston, dit-il presque tristement. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Orwell est un grand amoureux des langues. La langue anglaise au premier chef, qu'il connaît et qu'il manipule parfaitement bien parce que c'est un homme qui est toujours à la recherche du mot juste et du mot simple. Orwell parlait plusieurs langues, 6 ou 7, dont 3 ou 4 très bien, dont le français. Il lisait Villon dans le texte, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il savait bien entendu que l'anglais, la langue anglaise a plusieurs racines, dont 2 principales, qui sont d'une part une racine anglo-saxonne et d'autre part une racine, disons, franco-latine. Et Orwell, qui était un amoureux de la langue française, disait « Attention, chaque fois qu'on a la possibilité de choisir entre un mot d'origine anglo-saxonne et un mot d'origine franco-latine, il faut prendre le mot d'origine anglo-saxonne parce que c'est ça qui est anglais. Si vous avez le choix entre freedom et liberty, il faut dire freedom, la liberté. » Bon. Donc c'était quelqu'un qui était très soucieux du choix des mots, des langues de bois en général, qu'il avait repérées donc dès l'Espagne, en fait. Et les langues de bois sont apparues donc dans les années 30, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il était donc très soucieux de cela. Et il avait été très frappé, entre autres, dans les régimes totalitaires, régimes nazis et staliniens, de la manière dont on forgeait certains mots à partir d'autres mots, comme par exemple Gestapo, Comintern, donc formé de 2 ou 3 autres mots. Et il disait, voilà, lorsqu'on forge un mot comme Gestapo, plus personne, très rapidement, ne sait ce que ça veut dire. Personne ne sait, pas même les Allemands, pas même un Allemand ne sait, au moment où il l'écrit, bien sûr, au moment où la Gestapo existe, pas un Allemand ne sait ce que ça signifie exactement, n'est-ce pas, police secrète d'État, etc. Bon. Alors, donc, les mots, les sigles mentent. Les sigles cachent la vérité. Et il faut choisir les mots les plus simples possibles, et nous, Anglais, les mots les plus anglais, donc les plus anglo-saxons, parce que ces mots sont les miroirs de notre pensée. Dès qu'on prend un mot un peu français comme Lebetsé ou d'autres, enfin bon, déjà, on ne sait plus trop ce qu'on voulait dire. Et puis alors, si on prend des mots comme Gestapo, comme interne, imprécor, etc., alors là, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Et donc, il a développé cette problématique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une langue artificielle? C'est une langue qui va être comprise par tout le monde, et donc une langue où, par définition, on va faire simple. On va faire simple, donc on va supprimer des mots. Et qu'est-ce qu'on va supprimer? On va bien entendu pas supprimer le mot table, mais on va éventuellement supprimer le mot guéridon. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un guéridon? C'est une petite table. Bon, donc c'est pas on va donc supprimer les synonymes, on va supprimer aussi les mots qui veulent dire plus grand, ou plus petit, comme guéridon et table, si vous voulez. Bon. Et tout ça, ça a mûri pendant un certain nombre d'années, et il a fini donc par créer ce Newspeak, cette novlangue. Donc cette langue la novlangue est la langue du parti, mais le parti permet aux pros, les prolos si vous voulez, à la fois de vivre
à la prowl, c'est-à-dire de se saouler, de chanter des fadaises, de forniquer n'importe comment, etc. Et il leur permet de parler le vieil anglais, c'est-à-dire l'anglais. Bon, donc là, il y a quelque chose d'assez bizarre. Il y a un cloisonnement, là aussi. Ouais. Il y a une phrase centrale dans 1984 qui résonne, c'est au début du livre, Winston Smith, le protagoniste, se pose la question « Est-on fou si on est dans la minorité d'une personne ?» Et à la fin, il y répond « Non, on n'est pas fou ». Il s'agit à travers un individualisme que certains pourraient qualifier très scientifiquement d'autisme existentiel, de trouver, comme disait Saint John Perse, l'éternité au foyer de l'instant. Lui, il trouve l'humanité au foyer de ce long voyage au bout de sa nuit, non pas psychotique, mais humaine. Et cela l'amène à devenir universel. Je crois qu'il a essayé de resserrer les fils de sa vie antérieure, de sa vie passée, pour en tirer une leçon abordable pour tous. Il n'est pas indifférent que son dernier héros s'appelle Winston Smith, c'est-à-dire à la fois un personnage hors du commun, Winston, mais aussi Monsieur Dupont, Smith. Et je crois que c'est un bréviaire pour le temps présent et pour l'homme commun qu'il livre dans ses deux dernières œuvres d'après-guerre. Les années passaient. La chèvre Edmée était morte. Les chiens, Fleur, Constance et Filou étaient morts. Douce était maintenant une vieille jument pensue, aux membres perclus et aux yeux chassieux. Elle avait dépassé de 2 ans la limite d'âge des travailleurs, mais en fait, jamais un animal n'avait profité de la retraite. Depuis Belle Lurette, on ne parlait plus de réserver un coin de pacage aux animaux sur le retour. Et de toutes les belles choses dont Boule de Neige avait fait rêver les animaux, la semaine de 3 jours, les installations électriques, l'eau courante, chaude et froide, on ne parlait plus. Parfois, les plus âgés fouillaient dans le flou des souvenirs, essayant de savoir si au premier jour après le soulèvement, la vie avait été meilleure ou pire qu'à présent. Ils ne se souvenaient plus. Seul le vieux Benjamin affirmait se rappeler sa longue vie dans le menu détail, et ainsi savoir que les choses n'avaient jamais été, ni ne pourraient jamais être bien meilleures ou bien pires. La faim, les épreuves et les déboires, telle était à l'en croire la loi inaltérable de la vie. Pour moi, mais là aussi c'est personnel, Barry Walker. Son œuvre la plus intéressante, c'est peut-être La ferme des animaux. Je trouve que sur le plan littéraire, c'est son ouvrage le plus original. Ce qui est intéressant aussi, un petit peu dans La ferme des animaux et ailleurs, c'est qu'on peut peut-être entrevoir un petit côté... bon, je viens de dire qu'il aimait les femmes, mais on sait bien qu'on peut très bien aimer les femmes d'une certaine manière et être un petit peu misogyne. Et il y a des côtés misogynes chez Orwell, je pense, un petit peu. Et on entrevoit ça un petit peu dans La ferme des animaux, où les personnages féminins ne s'en sortent pas très très bien. Il est un peu misogyne, il aime les femmes, il est un peu antisémite. Et il est un peu antisémite, on pense... jusqu'à la fin des années 30. Il faut dire que l'antisémitisme est une attitude extrêmement courante dans un certain milieu en Angleterre. Mais Orwell, c'était un homme qui avait ses préjugés, des préjugés assez curieux. Il n'aimait pas non plus les Écossais et pensait que les Écossais... Il aimait ensemble d'ailleurs. Oui, il aimait ensemble. Les Écossais, bon, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Il a dû connaître pas mal d'Écossais... D'Écossaises. Oui, peut-être d'Écossaises aussi, en Inde ou en Birmanie, parce qu'on sait que les Écossais ont joué un rôle
d'une importance peut-être disproportionnée dans la création de l'Empire, dans l'administration de l'Empire. Et Orwell voyait les Écossais, grosso modo, comme des soulards, des buveurs de whisky, des brutes, des bâtisseurs d'empire, enfin, etc., tout ce qu'il n'aimait pas. Et il mettait ensemble les Juifs et les Écossais dans la mesure où il pensait que c'était surtout eux qui profitaient de l'Empire, enfin, etc. C'était un point de vue un petit peu enfantin. Un peu délirant. Oui, mais il avait ses côtés délirants, et c'est ça qui est intéressant aussi chez Orwell. Il y avait des comportements excentriques pour lesquels il avait une aversion qui frisait l'excentricité. Il n'aimait pas les végétariens, il n'aimait pas les féministes, il n'aimait pas les gens qui portaient des sandales, il n'aimait pas les gens qui sortaient le dimanche à vélo, en short par exemple. C'était des lubies. Hein. Je me suis marié au cours de l'été 1936. À la fin de la même année, j'ai pris le chemin de l'Espagne pour participer à la guerre civile et ma femme m'y suivit peu après. Je combattis pendant 4 mois sur le front d'Aragon dans les rangs des milices du POUM et j'ai reçu une blessure assez grave qui, par bonheur, n'eut pas trop de séquelles. Depuis lors, mis à part un hiver passé au Maroc, je ne puis honnêtement dire avoir fait grand-chose, à part écrire des livres, élever des poules et cultiver quelques légumes. À propos, vous savez comment Orwell avait baptisé son chien Marx? Il s'est remarié très tard et Frédéric Regard. L'attitude de sa dernière femme, Sonia Brownell, pose une quantité de questions très, très dérangeantes. Vous savez que grâce au dernier biographe, on a découvert que Sonia conservait des amants alors qu'elle venait de se marier à Orwell sur son lit de mort. Et qu'en fait, elle avait accepté non pas d'être la femme d'Orwell, mais d'être sa veuve, ne l'oublions pas. C'est en ces termes qu'Orwell lui propose le mariage. Voulez-vous être ma veuve? Et Sonia s'est empressée d'ailleurs après de partir en France, à Saint-Tropez, retrouver son amant, qui n'était autre que Merleau-Ponty à l'époque, avec lequel elle a rompu à Saint-Tropez peu de temps après. Sonia était dans des discothèques le soir, enfin la nuit de la mort d'Orwell. Il est mort seul, ne l'oublions pas, en pleine nuit, alors que sa femme dansait avec Lucian Freud dans une discothèque de Soho. Bien, voilà, la personnalité de sa deuxième femme est très très étonnante, très troublante, mais en même temps, elle a été très moderne, si vous le voulez. En même temps, elle a été la gardienne de l'œuvre, la gardienne jalouse de l'œuvre d'Orwell. Vous savez qu'elle a exercé une vigilance toute particulière dans la rédaction de la biographie d'Orwell. Et elle savait qui était Orwell? Je crois qu'elle savait qui était Orwell. Je crois qu'elle savait surtout qu'elle voulait conserver à Orwell une image politique, un visage politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle avait confié la première biographie, la première vie d'Orwell à un grand professeur de sciences politiques de l'université de Londres à l'époque, Bernard Crick, qui est maintenant à la retraite, et qui avait accepté le contrat, à savoir politiser Orwell à outrance, en faire un homme politique. Et je crois que Crick continue dans cette voie. Il a tout à fait raison. Orwell a été une des grandes voix morales, politiques de l'Angleterre à l'époque. Tout le monde a entendu parler de sabotage. Ce mot est de ceux qui se sont introduits dans toutes les langues, mais la plupart des gens qui l'utilisent ignorent son origine. Il s'agit en fait d'un vocable français. Dans le nord de la France, ainsi que dans les Flandres, paysans et ouvriers portent de lourdes chaussures de bois appelées sabots. Voici maintenant bien longtemps, les travailleurs en révolte contre leurs patrons s'avisèrent d'introduire leurs sabots dans les rouages d'une machine en marche, provoquant ainsi d'importants dégâts. Cette initiative fut dénommée sabotage. Les ouvriers flamands qui avaient lancé leurs sabots de bois dans les engrenages de leur machine ont ainsi démontré qu'ils avaient pris conscience de la puissance, à vrai dire souvent méconnue, de la classe ouvrière. La société tout entière repose, en définitive, sur les travailleurs manuels qui ont en permanence la possibilité de la déstabiliser. C'est quand même une œuvre étrange et assez unique dans la mesure où elle espionne l'Empire britannique, le pouvoir, le grand pouvoir britannique. Oui, c'est une sorte de taupe. Oui, c'est une œuvre qui révèle certains dessous.
qui à l'époque n'était pas, on n'étalait pas en public. Je veux dire, de nos jours, ce serait moins surprenant, mais dans l'entre-deux-guerres, l'Empire était encore une institution qu'on ne critiquait pas, le moins possible du moins. Encore qu'il y ait eu bien sûr une longue tradition anticoloniale, mais enfin, on et lui se risque à la lézarder. Oui, lui se risque à la lézarder. Peut-être d'autant plus qu'il a été lui-même, comme il le dit, un serviteur de cette institution. C'est-à-dire, il rendait les choses encore plus pénibles, peut-être pour quelqu'un qui voyait ça de l'extérieur, un simple voyageur de passage. Lui, il était là, il servait. Et donc, il le dit d'ailleurs, je crois que c'est dans le chemin de Wigan, qu'il fut longtemps hanté par ces visages de gens qu'il avait mis enfermés dans des prisons, qu'il avait parfois battus parce qu'on utilisait, je crois, le fouet de temps en temps pour certains châtiments. Il semble, si on peut croire ce qu'il dit dans Wigan, effectivement, il semble avoir été par ce rôle de policier impérial. Winston Smith devint simplement une bouche qui prononçait, une main qui signait tout ce qu'on lui demandait. Son seul souci était de deviner ce qu'on voulait qu'il confessât et de le confesser rapidement avant que les brimades ne recommencent. Il confessa l'assassinat de membres éminents du parti, la distribution de pamphlets séditieux, le détournement de fonds publics, la vente de secrets militaires, les sabotages de toutes sortes. Il confessa avoir été un espion à la solde du gouvernement estasien depuis 1968. Il confessa qu'il était un religieux, un admirateur du capitalisme et un inverti. Il confessa avoir tué sa femme, bien qu'il sût, et ses interrogateurs devaient le savoir aussi, que sa femme était encore vivante. Il confessa avoir été pendant des années personnellement en contact avec Goldstein et avoir été membre d'une organisation clandestine qui comptait presque tous les êtres humains qu'il eût jamais connus. Il était plus facile de tout confesser et d'accuser tout le monde. En outre, tout, en un sens, était vrai. Il était vrai qu'il avait été l'ennemi du parti, et aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. Dernière question, et dernier scandale provoqué par Orwell et ses comportements bizarres, c'est ce qui vient d'être dénoncé récemment. Il aurait donné un certain nombre d'amis. Oui. C'est-à-dire que... où est la vérité? La vérité, c'est que, il y a une lettre qui existe. Il faut dire que là, il faut peut-être être un peu indulgent. On sait qu'il était littéralement sur son lit de mort. Mais donc, on sait aussi qu'il est resté lucide jusqu'à la fin, qu'il projetait même d'écrire un autre livre, de partir en cure en Suisse. Bon, vers la fin de sa vie, donc à la fin de 49, début 50, les services de contre-espionnage, je pense, britanniques, lui ont demandé s'il serait susceptible de leur fournir une liste de noms de personnes dans les milieux littéraires, journalistiques ou autres, personnes qui seraient peut-être suspectes d'être ce qu'on appelait à l'époque des compagnons de voyage, pas franchement des communistes, mais des sympathisants qui seraient peut-être susceptibles éventuellement d'aider l'Union soviétique, peut-être se livrer à des activités d'espionnage. Alors ça, c'est la lettre du contre-espionnage. Oui. Est-ce qu'il y a une réponse? Il y a une réponse. D'Orwell. Il dit quoi? Et Orwell, non seulement déclare qu'il sera en principe prêt à se livrer à ce genre d'exercice, mais il donne quelques noms aussi. Je sais qu'il est aujourd'hui à la mode d'affirmer que la plus grande partie de l'histoire officielle n'est de toute façon qu'un tissu de mensonges. Je suis prêt à croire que l'histoire est la plupart du temps inexacte et déformée, mais ce qui est particulier à notre temps, c'est que l'on renonce à l'idée même que l'histoire pourrait être écrite de façon véridique. George Orwell, 1942. Réponse de Lorenzo Valentin, éditeur. Je viens d'entendre l'intervention de Barry Welker et je voudrais mettre au point les choses et répondre à une campagne de presse qui a eu lieu cet été, une campagne qui faisait suite à la parution d'un article dans le Guardian, donc un journal de gauche libérale anglaise, qui affirmait que Orwell avait donné au Foreign Office un certain nombre de personnes, donc des noms, pour les dénoncer comme étant crypto-communistes ou sympathisants du régime stalinien. Monsieur Barry Welker dit que Orwell a été démarché par le Foreign Office.
ce qui n'est absolument pas vrai. Dire ou présenter les choses de cette façon, ce serait laisser entendre qu'Orwell serait un délateur. En vérité, l'article qui est présenté effectivement de façon très malveillante fournit à l'appui de ces insinuations un document qu'on a retrouvé dans les archives du Foreign Office. Et on sait aujourd'hui l'importance qu'on accorde à ce type de document, considéré ou censé vous révéler des choses très importantes et scandaleuses. Or, là, en l'occurrence, il n'en est rien. Pour reprendre les faits, et d'ailleurs, le lecteur du journal du Guardian peut rétablir la vérité des faits simplement à la lecture de ce document, qui est reproduit dans le journal. On apprend qu'une amie très proche d'Orwell est venue au sanatorium où il était, Orwell était malade, pour lui demander quelques conseils. Cette femme est la belle-sœur d'Arthur Koestler, qui est lui-même un ami très très proche de George Orwell. Elle vient voir George Orwell pour lui demander conseil parce qu'elle veut, pour contrer la propagande stalinienne et dénoncer ce qui se passe en Europe orientale, après le coup de Prague, en 1948, la mise au pas, de tous ces pays, elle veut diffuser un certain nombre de brochures et préparer des émissions radiophoniques. Et elle voudrait s'adresser à des intellectuels ou des journalistes anglais qui seraient fiables. Orwell lui indique quelques noms, le nom d'un critique russe, Gleb Struve, un autre nom, celui de Franz Borkno, qui lui a été en Espagne avec Orwell, et qui serait prêt à collaborer à ce projet, qui est un projet effectivement de contre-information, c'est-à-dire informer les gens tout simplement de ce qui se passe en Europe orientale et en Europe centrale. Donc il lui suggère quelques noms, puis la met en garde en lui disant il est inutile, sinon même dangereux, de vous adresser à un certain nombre de gens qui sont des sympathisants communistes. Alors ces noms, il les a notés dans un carnet. Il lui propose de lui en donner la liste pour lui demander de se défier de ces gens-là. Donc il est faux de dire qu'Orwell a dénoncé les amis. C'est absolument scandaleux de dire une chose pareille. En l'occurrence, la chose est extrêmement anodine. Je répète, donc cette femme était une amie très très proche. Il lui propose de lui donner cette liste. Alors ce qui est vraiment ahurissant, c'est l'empressement avec lequel les journaux français ont répandu la nouvelle en France. On a vu d'un seul coup apparaître dans Le Monde, Libération, des dénonciations, évidemment, eux ont franchi le pas, Orwell mouchard, Orwell a donné, Orwell délateur, le comble dans un magazine L'Histoire, Orwell Big Brother. Alors voilà, effectivement, comment on traite l'information. Il n'y en a pas eu un seul pour lire attentivement cette lettre, qui elle-même, donnait les éléments d'une compréhension et permettait de comprendre très exactement, ce qu'avait fait Orwell. Et quand vous étiez tous ensemble réunis, comment est-ce que vous perceviez Orwell? Il était admis dans votre cercle? Il n'y avait pas l'ombre d'un soupçon? Absolument pas l'ombre d'un soupçon. Dans ce cercle, il y avait le directeur de cabinet de Stafford Cripps, le directeur de cabinet d'Atley, un ami intime d'Atley, mon ami Peter Mayer, l'éditeur de Tocqueville. Il y avait tous les grands chefs de l'information de la BBC Europe. Donc, il entrait là comme un père. Et sa présence ne présentait aucun danger? Absolument aucun. Pourquoi? Et même pour la BBC? Absolument aucun danger. Nous étions des gens libres. Certainement surveillés, mais libres. À la BBC, vous savez qu'il y avait un système qu'on appelait le switch sensor. Pour le français, un de mes bons amis néo-zélandais était le switch sensor. Il avait le doigt sur un bouton, et si le texte lu par la personne au micro déviait du texte dactylographié, il appuyait sur le bouton, il coupait l'antenne. Ça se produisait pour tout le monde, y compris le général de Gaulle. Donc, nous étions libres dans la mesure où le switch sensor le permettait. On ne peut pas dire que les années 42-43 étaient des années heureuses. Nous étions dans la guerre, nous faisions la guerre des ondes. Et Orwell l'a faite à sa façon, avec ses convictions.
Peut-être convient-il encore de préciser que, si tout ce que j'ai dit de moi ici est vrai, George Orwell n'est pas mon véritable nom. George Orwell, oui, qui porte le nom d'Eric Blair, oui, qui écrit sous le nom de George Orwell et qui a voulu le nom d'Eric Blair sur sa tombe. Oui. Oui, là aussi c'est curieux. On sait qu'il a pris un nom de plume pour une raison assez simple, que dans ses premiers écrits, il pensait qu'il pouvait y avoir des passages qui blesseraient sa famille ou qui pourraient être éventuellement poursuivis pour diffamation. Le fait qu'il ait tenu à avoir son véritable nom inscrit sur sa tombe, je pense aussi que ça marque un petit peu sa loyauté envers sa famille. Je pense que ça, c'est un trait assez profond chez lui. Une vie, une œuvre. George Orwell, 1903-1950. Barry Walker, Frédéric Regard, Gilbert Boniface, Silver Monod, Bernard Jansan, Émile de Lavenay, Bernard Gilbert, Lorenzo Valentin. Texte lu par Kata Varga et John Maguire. Réalisation Pierre Laya, Joël Le Guéhenec, Bernard Laniel, Jean-Claude Loiseau, Jean Dève. George Orwell aux éditions Ivrea et aux éditions de l'Encyclopédie des Nuisances.